Bonjour à tous. Alors, effectivement, cette conférence est prévue initialement pour expliquer un peu les échecs aux gens qui vont venir cet après-midi. Donc, évidemment, pour vous qui êtes des professionnels, la plupart d'entre vous, vous allez voir comment je raconte l'histoire des échecs. Ça peut vous intéresser aussi. Parce que, bon, je fais des petites digressions ou distorsions, vous verrez, vous pourrez juger par vous-même. Et donc, effectivement, c'est une conférence que j'ai très peu faite, et donc je suis ravi qu'elle soit pour la première fois enregistrée. Donc, on aura l'occasion de la diffuser. Je m'adresse aussi aux gens qui vont regarder ceci sur YouTube pour découvrir justement cet univers qui est à la fois impitoyable et fascinant. Alors, pourquoi impitoyable? Eh bien, parce que les échecs, c'est un vrai combat. C'est un combat entre deux esprits. Vous voyez, moi, par exemple, je refuse de jouer à tout jeu où il y a des cartes, même si on me dit que le poker ou le bridge, il y a quand même beaucoup de non-hasard qui jouent, beaucoup de qualités qui jouent. Non, à un moment où il y a un tirage, moi, je refuse. Les échecs, comme dire le Go ou d'autres jeux, mais spécialement les échecs et le Go, si vous êtes battu sur votre esprit, sur votre cerveau. Donc quand vous sortez, même quand vous êtes un amateur comme moi, et que vous sortez d'une partie de 5 heures, et que vous avez perdu après avoir eu de très nombreuses possibilités d'essayer de faire match nul ou de gagner, et que vous perdez la partie, ben vous vous sentez détruit. C'est pour ça que c'est impitoyable. C'est pour ça que les échecs sont quelque chose d'impitoyable. Et Fischer disait, dont je vous parlerai tout à l'heure bien sûr, Fischer disait que c'est avec sadisme, que ce qui l'intéressait aux échecs, c'est ce moment où l'ego de l'adversaire s'effondre. Le moment où on voit dans les yeux de l'adversaire qu'il a compris qu'il est foutu, après avoir désespérément lutté pour ramener un match nul. C'est en ça que les échecs sont impitoyables, c'est une lutte d'esprit. Mais c'est un univers fascinant, les échecs, parce que ça dit quelque chose de la nature humaine. Même aujourd'hui, où il y a les ordinateurs qui jouent mieux, on y reviendra, que les hommes, les échecs sont un prisme, une vitrine, ou peut-être plus modestement un trou de souris pour comprendre quelque chose d'essentiel sur la nature humaine, et on le verra au cours de cette intervention. Donc d'abord un petit mot d'histoire très rapidement. La naissance exacte des échecs n'est pas tout à fait connue. On pense que c'est effectivement vers l'an 500-600 en Inde, voyez-vous, avec le Chaturanga, qui se jouait à l'époque avec 4 joueurs avec 4 échiquiers, enfin un échiquier et 4 côtés. Également, il y a dans le Chaturanga l'idée, ou dans des versions du Chaturanga, l'idée qu'on lançait des dés pour que on puisse avancer, par exemple, de 3, si le dé tombait sur 3, on pouvait avancer de 3 coups. Et donc, c'est la suppression du dé au Chaturanga est le moment où les échecs deviennent vraiment un sport de l'esprit. C'est arrivé, donc là, vous voyez effectivement un jeu de pièces qui a été trouvé dans les îles Féroé, donc autour de l'an 1900 chez les Vikings. Les Vikings avaient des contacts avec, ils passaient par la Volga, etc. Ils avaient des contacts avec l'Asie, donc c'est arrivé. Par exemple, c'est intéressant parce que ce jeu-là est antérieur à l'arrivée des échecs en Europe par les croisades et par les contacts avec les Arabes, puisqu'en fait le jeu est arrivé, comme vous le voyez, depuis la Perse. D'ailleurs, le Shah, échec et mat, ça veut dire le chat est mort. Le chat c'est le roi en persan, hein. S-H-A-H, le chat est mort. Donc, et c'est du persan en fait. Et donc c'est arrivé à Bagdad, vous voyez, et puis après ça s'est propagé avec les croisades. C'est arrivé au Moyen-Âge, tandis que c'est parti vers la Chine et vers le Japon également. Où il y a également une version du jeu d'échecs. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que ce fameux échiquier-là vous montre que c'est aussi arrivé dans le nord de l'Europe par des voies indépendantes. Et donc vous connaissez certainement cette métaphore assez extraordinaire qu'on attribue au fondateur du jeu d'échecs. On met un qui a demandé comme récompense au roi qui voulait le récompenser pour avoir inventé les échecs, tu mets un grain de riz sur la première case, 2 sur la troisième, 4 sur la suivante, et puis après tu en mets 8, 16, 32, 64, et le roi évidemment était étonné par la modestie de cette demande, et quand ses vizirs ont calculé, il a vu qu'il faudrait mettre un Himalaya de grains de riz sur la 64e case, et c'est une très bonne façon de réfléchir sur effectivement les progressions exponentielles, et aussi la possibilité, le nombre de grains, vous voyez, en milliards de milliards de milliards de milliards de grains qu'il y aurait sur la dernière case du jeu d'échecs, 370 milliards de tonnes de blé sur la 64e case. Ça donne une idée. Mais ce qui est intéressant,
voyez, 1600 fois la production annuelle. Ce qui est intéressant, c'est que sur l'échiquier, il y a plus de 10 puissance 20 positions légales. Il y a beaucoup plus de positions illégales. 10 puissance 120. 10 puissance 120. Vous imaginez ce que ça représente? Regardez, dans tout l'univers, vous voyez, car on estime qu'il y a 80 à 10 puissance 80 atomes, et il y a 10 puissance 120 positions légales au jeu d'échecs. Donc ça vous dit qu'en fait, il y a beaucoup plus de positions légales au jeu d'échecs, et de parties possibles que d'atomes dans l'univers, voyez-vous. Donc ça vous donne une idée de la complexité incroyable de ce jeu, et pourquoi à notre niveau, nous, quand on joue des blitz, c'est rare qu'on tombe 2 fois sur la même partie, ça arrive bien sûr, mais surtout quand on a les ouvertures qu'on récite sur beaucoup de coups, mais c'est quand même quelque chose d'assez rare. Alors, j'avais prévu, comme j'ai parlé de 2 ou 3 parties d'échecs, mais j'avais prévu, mais je pense que est-ce que tout le monde est joueur d'échecs là, hein, tout le monde est joueur d'échecs ici, parce que j'avais prévu d'expliquer comment fonctionnent les coups, les positions de départ, les marches du pion, ça, mais évidemment, je vous fais pas ça, puisque je crois que tout le monde est joueur d'échecs, simplement parce que je vais vous montrer juste 2 parties. C'est pas du tout un exposé prévu pour les joueurs d'échecs, hein, j'ai dit, c'est prévu pour le grand public, mais donc effectivement, j'explique pas les règles. Ceux qui nous regarderont sur YouTube trouveront certainement un très bon tutoriel pour le déplacement des pièces, parce que je montrerai quand même 2 petites parties tout à l'heure, des positions. Donc voilà, là vous avez l'arrivée du jeu d'échecs en fait, au Moyen-Âge, via les croisades, et vous voyez des femmes qui jouent aux échecs, et c'est intéressant parce que à cette époque-là, on a des témoignages comme quoi les femmes étaient plus fortes que les hommes aux échecs, parce qu'elles avaient d'abord du temps pour jouer aux échecs. Les hommes faisaient la guerre, ils faisaient des échecs quand il y avait entre 2 guerres. Et puis, les hommes aussi avaient l'occasion d'aller jouer avec les femmes. C'était un des seuls moments où les contacts hommes-femmes étaient autorisés entre des hommes et des femmes non mariés. Donc, il y a beaucoup de choses sur l'amour romantique, les échecs, etc. Il y a des légendes là-dessus, d'un roi qui met sa fille en jeu dans une partie d'échecs où elle joue contre un chevalier. Et donc, si le chevalier gagne, il peut l'épouser. Et si le chevalier perd, on lui tranche la tête. Et donc, comme il est très beau, la fille laisse le chevalier gagner. Et puis, quand le chevalier a gagné la partie, il déclare qu'il ne veut pas épouser la fille. Et la fille, très vexée, dit « Si j'avais su, je l'aurais bien maté, celui-là. » Voilà. Faut qu'on lui tranche la tête, vous voyez. Donc voilà, donc effectivement, c'est le rôle de la femme aux échecs dont on pense qu'il a inspiré la notion de roc. Le petit roc et le grand roc n'apparaissent qu'à la fin du Moyen-Âge. Les échecs sont fixés, les règles que nous connaissons sont fixées définitivement vers les années 1400-1500, où on trouve les premiers traités d'échecs faits par des Italiens et des Espagnols. On a des ouvertures qui datent d'il y a 500 ans. Je joue, par exemple, pour une raison que j'expliquerai tout à l'heure, une ouverture qui est la plus ancienne jamais décrite, pour des raisons romantiques. C'est l'ouverture qu'on appelle Ponzani, à ne pas confondre avec les pattes Panzani, évidemment. L'ouverture Ponzani, et je vous dirai pourquoi je la joue systématiquement. Donc, c'est une ouverture qui date des années 1451, je crois qu'elle est décrite par un Italien en 1451. Et donc, le roc, c'est à cause de la puissance de la reine. Parce que la puissance de la reine, donc la femme aux échecs, fait que la reine ne bougeait que d'un seul coup dans le passé. Et donc, quand la reine se met à pouvoir bouger sur tout l'échiquier, elle bougeait d'un seul coup, mais dans toutes les directions. Et on transforme la reine en quelque chose qui bouge dans toutes les directions jusqu'au bout. Et donc, elle devient beaucoup plus puissante, et du coup, c'est trop dangereux pour le roi. Et voilà pourquoi on invente le grand roc et le petit roc au même moment où on a le changement du fonctionnement de la reine qui ne bougeait que d'une seule case avant, et que donc ça devient trop dangereux pour le roi. Il faut donc être capable de mettre le roi à l'abri dans le roc. Et donc ces règles sont inventées, comme je dis, à la fin du Moyen-Âge. Alors je vais brièvement vous parler maintenant de grandes figures des échecs. Par exemple, la première, il y en aurait d'autres avant, évidemment, il y a eu des grands joueurs au XVIIIe et au XVIIe assez fascinants, mais je vais vous parler de Paul Morphy, parce que c'est le premier exemple, justement, de comment les échecs sont un domaine à très haut niveau, j'allais dire, pas perturbant pour l'esprit humain, mais enfin complexe quand même pour l'esprit humain.
Paul Morphy, on voyait les dates, il est mort très jeune, donc, est une météorite qui est arrivée à l'époque, les échecs dans les années donc 1850 étaient joués uniquement par des Européens. C'était l'époque où les Anglais, les Allemands, Stoughton, Andersen étaient les meilleurs. Et donc, les Français, c'était au 18e. La Bourdonnais, etc., Philidor, enfin bon, c'était le siècle d'avant. Et donc, c'était surtout les Anglais et les Allemands. Et donc, voilà un Américain qui arrive du Nouveau Monde, encore considéré un peu comme un culte à l'époque, hein, dans les années 1850, et il n'a que 20 ans, et il se met à battre absolument tout le monde. C'est un génie des échecs. Il a fait un score, je pense, que personne n'a jamais fait depuis. 87% de victoires sur 215 parties officielles en compétition. 87% de victoires. C'est simplement hallucinant comme score. Vous voyez, 87% de victoires. Et donc, il était tellement fort que, par exemple, à un moment, il fallait faire une partie simultanée contre 5 des 10 meilleurs joueurs du monde de l'époque. Imaginez aujourd'hui Magnus Carlsen en simultané contre Anand, Firouzja, etc. Il ne risque pas d'en gagner beaucoup. Il a fait 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite contre 5 des 10 meilleurs joueurs du monde de son époque. Donc finalement, au bout de 2 ans, il pouvait. Donc il est le premier champion du monde officieux, mais le titre n'existait pas. Au bout de 2 ans, il ne pouvait plus jouer avec quelqu'un. Il était trop fort. Il lui rendait un pion à n'importe qui, même au numéro 2 mondial. Andersen, qui l'a battu en match alors qu'il était très malade de grippe, et il l'a battu plus 7 égale 2 moins 2. C'était donc le meilleur joueur du monde à l'époque en Europe. Andersen, qui est un joueur assez romantique, qui a fait des parties qu'on appelle l'immortel, là toujours jeune, etc. Bon, Morphy l'a écrasé, je vous dis, 7-2. Et donc, au bout de 2 ans, il repart et il ne jouera plus jamais aux échecs. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera bien sûr avec Fischer, qu'on retrouve indirectement, mais pas vraiment, mais bien avec Magnus Carlsen qui vient d'abandonner son titre, comme vous savez, cette année, ce qui est quand même assez étonnant aussi, parce qu'on pensait qu'il irait au moins battre le record de Kasparov, à défaut de battre le record de Lasker, qui est de 27 ans. Et donc, il se retire, il voulait faire du droit, et puis il n'a plus jamais rejoué aux échecs, malgré les offres qui lui ont été faites, et ça montre aussi, pas un trouble de personnalité, mais un comportement un peu bizarre. Et puis, le premier champion du monde d'échecs s'appelle William Steinitz, officiellement en 1886, et il sera battu une dizaine d'années plus tard par un certain Lasker, qui va rester 27 ans champion du monde. Ça reste le record, et je pense que ce record ne sera jamais battu, parce qu'aujourd'hui, il y a des championnats du monde tous les ans, tous les 2 ans, alors qu'à l'époque de Lasker, c'était tous les 5 ans. Et donc, évidemment, c'est un record qui n'est pas très comparable. Le record de Kasparov, qui est resté 15 ans, est plus comparable. C'est pour ça que je pensais que Carlsen voudrait aller le battre, mais non, il a renoncé à son titre avant. Et donc, Lasker, comme vous le savez, va perdre son titre face à un jeune. Là aussi, je reviendrai sur les enfants prodiges. C'est pas parce que c'est un enfant prodige d'être automatiquement champion du monde après, mais dans certains cas, c'est vrai. José Raúl Capablanca, quand il avait 6 ans, a appris à jouer aux échecs en regardant son père jouer avec des amis. Et donc, il s'est très vite, il a battu les adultes. Il a été cubain, il est arrivé à New York, il a commencé à battre tout le monde. Et puis, en 1921, il bat le vieux Lasker. Et il est invaincu pendant les années suivantes. Il reste totalement invaincu. Il était un type avec un gros ego, comme le sont beaucoup de champions du monde d'échecs, évidemment, avec un gros ego. Et donc, quand on lui disait « Mais combien de coups vous envisagez dans une position d'échec donnée ? Vous étudiez combien de variantes ?» Il répondait « Une seule, mais la meilleure. » On disait, mais comment c'est possible? C'est pas possible. Il disait, si, c'est parce que moi je suis champion du monde d'échecs et pas vous. Ça, c'était Capablanca. Il disait que le jeu d'échecs était trop facile. Il n'avait jamais perdu une partie pendant 6 ans. Et donc, voilà, c'est trop simple. Il faut rajouter des pièces en plus. Oui. Il voulait rajouter une espèce de la pièce il voulait rajouter 2 pièces aux échecs. Voilà, ces 2 pièces-là. Il voulait jouer sur 10 cases avec 2 pièces en plus. Bon, ça n'a pas accroché. Mais il avait fait une proposition pour complexifier les échecs parce que il a un peu d'ego, comme je vous ai dit. Hein, il voyait arriver la fin des échecs dans le fait que c'était trop facile. Mais sur sa route, il va rencontrer quelqu'un, un autre personnage extraordinaire, un Russe, Alexandre Alekhine, un Russe blanc. Ce détail est important, ce qui était un bon joueur d'échecs déjà avant la guerre. Il avait déjà de très belles performances en Russie, mais loin d'être champion du monde. Et puis, voilà ce que raconte Jacques Lemonnier, grand historien des échecs français, dans 75 parties d'Alekhine, en 1919 à Odessa, aujourd'hui en Ukraine, eh bien,
Alekhine est prisonnier parce que c'est un Russe blanc, il est de famille bourgeoise et donc il est promis à une condamnation à mort. À l'époque, on condamnait à mort pour absolument rien. Vous êtes une famille bourgeoise terminée. Chez Soumao, c'était pareil. Et donc, il est condamné à mort et un type le sort de prison pour lui dire, écoute, il paraît que tu es un bon joueur d'échecs. Alekhine dit, ben ouais. Tout est, imaginez le mec qui est condamné à mort. Et il dit, ben écoute, on va jouer une partie. Si tu gagnes, tu as un passeport pour l'Europe. Et si tu perds, tu es condamné à mort. Et il a joué sa vie aux échecs, et le gars en face de lui, c'était tout simplement Léon Trotsky, le chef à l'époque de toutes les armées soviétiques, avant qu'il se brouille avec Staline, qui était un passionné d'échecs. Et Trotsky, Alekhine raconte qu'il a hésité pendant la partie. Est-ce que je dois le laisser gagner, ou est-ce que je dois vraiment le battre, et si je le bats, est-ce qu'il va tenir sa promesse, ou est-ce qu'il sera tellement vexé qu'il va me faire fusiller tout de suite? C'est pas évident. Hein. Donc il a hésité pendant la partie, et puis finalement il l'a évidemment écrasé, et donc il a eu son passeport, et il arrive en France. Et il va devenir même français, d'ailleurs. Au bout d'un temps, on peut dire qu'on a un champion du monde français, mais c'est un peu au raccro quand même, parce que c'est quand même quelqu'un qui a été formé en Russie par l'école russe. Pourquoi? Parce qu'en fait, en 1927, il va rencontrer Capablanca. Voilà une image du match. C'est peut-être le premier, c'est comme les grands matchs dont je vous parlerai après, c'est le premier grand match des échecs, parce que Capablanca est invaincu et paraît être invincible à l'époque. Seulement voilà, Capablanca est tellement sûr de lui. Il est joueur, il est fêtard, il passe sa nuit à jouer au bridge. Il passe sa nuit à jouer au bridge et éventuellement à courir quelques nanas et à boire du champagne, tandis que Alekhine est le premier vrai professionnel, il a une diète, il pense échecs 24 heures sur 24, il est complètement dans le match, et l'autre, il est un peu dilettante, quoi. Il est trop sûr de lui. Et il commence par faire des parties nulles, des parties nulles, des parties nulles, des parties nulles, des parties nulles. Et puis Capablanca commence à en perdre une face à Alekhine, puis une deuxième. Et là, il essaie de se rattraper, mais finalement, Alekhine va gagner dans ce match extraordinaire, donc en 34 parties, ce qui est un des championnats du monde les plus longs pour l'époque. Vous verrez qu'après, il y aura plus long avec le fameux Karpov-Kasparov. Mais donc, effectivement, ici, ce qui s'est passé, c'est que Alekhine a remporté donc le match sur 6 victoires à 3, mais il n'a pas été très fair-play parce qu'en fait, après, il a affronté d'autres joueurs. À l'époque, le champion du monde avait le droit de désigner lui-même son adversaire, et son adversaire devait amener un paquet d'argent. C'est l'adversaire qui payait la bourse du match, en fait. Aujourd'hui, il y a $1 million à se partager pour les champions qui jouent un championnat d'échecs, 600 000 au vainqueur, 400 000 au perdant, un truc comme ça. Mais à l'époque, c'était le challenger qui devait arriver avec l'argent à partager et à mettre sur la table. Donc, Capablanca n'a peut-être pas trouvé de sponsor au début, puis il a joué et perdu son titre, Alekhine, contre Max Euwe, qui sera un Hollandais, qui sera le premier président de la Fédération internationale des échecs. Et puis il l'a reconquis, et puis le temps est passé, puis la guerre est arrivée, et puis tous les deux sont morts pendant la guerre, de maladie, mais ils sont morts en 45 et 46, enfin juste après la guerre pour Alekhine au Portugal. Et donc il n'y a jamais eu de revanche Capablanca-Alekhine, et le monde des échecs l'a regretté. Donc comme le titre était vacant, Alekhine est mort, la Fédération internationale des échecs a décidé d'organiser un tournoi, et dans ce tournoi, ça a été l'explosion de l'école soviétique. C'était préparé depuis l'arrivée des marxistes au pouvoir. Et il y avait un type, Nicolas Krugman, un nom comme ça, Kuryov, avec un K, qui est un communiste de très haut rang et un bon joueur d'échecs. Bon joueur, c'est un niveau maître FIDE, on dirait aujourd'hui. Et il avait décidé que l'homo soviéticus devait être supérieur aux échecs pour montrer la supériorité du marxisme sur l'Occident. Et donc, ils ont lancé toute une école d'échecs. Et dans le premier tournoi, il devait y avoir en fait au moins trois occidentaux face à 5 Russes, mais il y a des occidentaux à renoncer, c'était Rubenfein de mémoire. Et donc, du coup, les Russes étaient très majoritaires. Et on pense qu'ils ont fait évidemment des matchs nuls de convenance entre eux, voire même des défaites, pour pousser Michael Botvinnik, qui est devenu champion du monde. Et à partir de ce moment-là, pendant, comme vous le savez, plus de 25 ans, le titre restera 100% chez les Soviétiques, qui dominent complètement et qui ont beaucoup plus de grands maîtres réunis que tous les autres pays du monde. Donc à l'époque, il n'y a pas d'ordinateur, donc on a ce qu'on appelle aux échecs, vous le savez, tous je parle aussi pour le public qui nous regarde sur YouTube, on a des secondants. Des secondants sont justement, même maintenant où il y a des ordinateurs, il y a encore des secondants humains qui sont là pour aider le champion à se préparer face à son adversaire. Et évidemment, quand vous avez plus de secondants de haut niveau que n'importe qui,
Vous êtes dans cette situation de force. Comme ça, les Soviétiques vont rester et vont régner jusqu'à l'arrivée de l'extraordinaire Bobby Fischer, bien évidemment, qui lui aussi est comme Morphy, un des génies météoritiques du monde des échecs. Il est précoce, pas très précoce, il est précoce 13 ans, pas précoce 8 ans. Il est très précoce et il va être à 14 ans champion déjà des États-Unis adultes, donc c'est quand même très très précoce. Et puis, il mettra une dizaine d'années à faire son chemin vers le championnat du monde d'échecs parce que, d'abord, les Russes se liguent contre lui, évidemment, dans les qualifications. Ensuite, il a un sale caractère, il abandonne certains matchs, etc. Et c'est finalement en 1972 qu'on a ce qu'on a appelé le match du siècle à Reykjavik, où vous avez le fameux match entre Boris Spassky et Fischer. Vous savez que Kissinger a dû lui téléphoner, lui promettre, Fischer était très intéressé, il demandait beaucoup d'argent, il a beaucoup compté dire, pour augmenter le niveau de rémunération des joueurs d'échecs, parce qu'avant lui, il n'y avait pas du tout $1 million pour le vainqueur. Et donc Kissinger a dû, et des sponsors américains, mettre la main à la poche pour qu'il accepte d'aller là-bas. Donc on ne savait pas si le match aurait lieu et tout, on avait préparé la salle et tout. Et puis Fischer arrive et il joue la première partie contre Spassky, qu'il faut savoir qu'il n'avait jamais battu. Il avait 2 défaites contre Spassky, donc Spassky était assez psychologiquement en état favorable. Fischer est un génie, d'accord, mais il m'a jamais battu. Donc voilà, donc il se dit... Et alors, la première partie est nulle, jusqu'à ce que Fischer, vous voyez là l'image, il appuie sur la pendule, j'ai trouvé l'image sur l'internet, il va faire fou prend pion ici, vous voyez. Là, on voit le fou là, sur l'échiquier. Il a fait fou prend H2, et c'est évidemment un échec, enfin un échec, ça veut dire c'est une perte, parce que le fou va être enfermé, le roi arrive avant que les pions puissent libérer le fou. C'est une erreur de débutant, enfin c'est incroyable. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Est-ce qu'il n'a absolument pas voulu concéder un match nul? Il a voulu forcer les gains, il a cru qu'il pouvait gagner avec 2 pions d'avance contre un fou, je ne sais pas. Mais en tout cas, il fait une perte invraisemblable pour son premier match de championnat du monde. Et pour son deuxième match de championnat du monde, eh bien, il refuse de jouer. Parce qu'il y a des caméras qui font trop de bruit. Il demande qu'on enlève les caméras. L'organisation refuse. On a payé des centaines de milliers d'euros pour tout ça, le match et tout. Et donc, on refuse qu'on enlève les caméras. Et donc, c'était une photo du match. C'est la situation normale dans la salle. Et Fischer refuse de jouer la deuxième partie. Et il fait forfait. Là, le match aurait pu s'arrêter là. Et les Russes gardaient leur titre. Mais Spassky n'avait jamais été battu par Fischer. Jamais. Donc il se dit quand même, merde, je ne vais pas me dégonfler. Ok, d'accord, j'accepte, la troisième partie aura lieu dans une salle comme celle-ci, une salle de ping-pong. C'est une salle pour jouer au ping-pong derrière la grande salle, là, dans un coin derrière la grande salle, sans spectateurs, avec juste une caméra de vidéosurveillance qui retransmet le match. Une caméra de vidéosurveillance qui retransmet le match dans une salle vous voyez, où il y a personne, il y a un arbitre, il y a un échiquier, il y a une salle comme ça, et c'est la troisième partie. Et Fischer est mené 2-0. Et on joue une ouverture que Fischer a jouée. En plus, Fischer a les noirs, aux échecs, c'est un peu moins bien quand même. Et les Russes ont préparé un coup qui est nouveau, une innovation dans l'ouverture. Et quand on fait une innovation dans l'ouverture, on se dit que l'adversaire, puisque c'est une innovation, va réfléchir là-dessus pendant 10, 20, 30 minutes des fois. J'ai joué un jour, j'ai une anecdote personnelle, hein, excusez-moi l'anecdote, mais je suis très fier d'un truc. J'ai joué contre un champion de France qui s'appelait, un vieux champion de France à l'époque, s'appelait Mazzoni, et je lui ai fait un coup que je pensais avoir inventé. Et je ne l'ai absolument pas inventé, il a été joué par Edward Stoughton dans les années 1850, mais j'appelais ça la Sicilienne Variant Stone. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas d'ordinateur quand j'avais 18 ans, et je pensais avoir inventé ce coup. C'est un clouage, en fait, avec le fou noir. Je fais un clouage en B4, pour ceux qui savent jouer aux échecs, du cavalier, en fait, qui est en C3, sur une Sicilienne. Mazzoni a passé, champion de France quand même, hein, pas en titre, mais 50 minutes à réfléchir au 5e coup. Après, il m'a écrasé. Mais je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne me rappelais plus, je savais que c'est une ouverture assez rare quand même, donc je ne la connaissais plus, j'ai tout réfléchi. Il a réfléchi 50 minutes.
Après, il m'a écrasé. C'est au 5e coup. Hein. Moi, je pensais que j'aurais au moins la nulle, mais ça ne sert à rien. Face à un bon joueur, avoir l'avantage autant, ça ne sert à rien, parce qu'après, il déroule. Enfin, il a réfléchi 50 minutes sur le 5e coup. J'étais assez fier, quand même, de faire réfléchir 50 minutes un ancien champion de France sur une partie. Voilà. Mais il m'a battu. Et donc, là, imaginez-vous la tête de Spassky. Donc, il y a un endroit pour se reposer sur les côtés, là. Donc, Spassky, il se lève, il joue le coup, voilà. Il se lève, et c'est un coup qui met Fischer en difficulté, parce que justement, vous allez voir pourquoi sur la position. Et donc, il se lève, il dit, bon, maintenant, je vais me reposer le temps qu'il réfléchisse et qu'il trouve une variante. Elle arrive là, on voit sur la vidéo, et Fischer a joué. Au bout de 10 secondes, même pas. Les gars, ils étaient 20, les meilleurs joueurs du monde, ils avaient préparé un coup, etc. Et là, c'est parce qu'il se retourne, et là, on voit les bras, il a les bras ballants. Et là, il comprend qu'il a affaire à quelque chose d'extraterrestre. Et en fait, Fischer a accepté un truc fou. Vous qui êtes des joueurs d'échecs, vous voyez bien, même pour les non-joueurs d'échecs, il a accepté de casser complètement son roc, vous voyez, pour les amateurs et même pour les bons joueurs. On se met jamais dans une position comme ça, parce que lui, il est bien protégé, et puis là, ça va déferler sur le roi, vous voyez. Eh ben non, il a accepté ça, et il a gagné la partie. Et là, Spassky a été tué, il l'a tué en quelque sorte, il l'a tué mentalement. Et c'est là où Fischer disait justement que ce qu'il aimait, c'était tuer l'ego de l'adversaire. Et donc après, il va gagner la partie, il va gagner le match 6-2. Non, 6-2, Spassky va gagner une partie quand même, 6-3. Spassky en gagnera encore une. Mais il a été détruit par le fait que sur une préparation qui devait amener Fischer soit à se mettre mal, en théorie, c'est accepter d'ouvrir son roc, et il a tout de suite vu le gain et il a joué. Et voilà. Et donc, du coup, voilà comment ce match est devenu un match historique qui a lancé donc, un grand intérêt pour les échecs. Et il y a eu 2 autres matchs comme ça. Il y a eu le match Karpov-Korchnoi entre un dissident, Victor Korchnoi, qui était donc dissident, pas tellement, parce qu'il était anti-soviétique, non, parce qu'il était surtout pro lui-même. Comme beaucoup de joueurs d'échecs qui ont de l'ego. Karpov était jeune, il était membre du Parti communiste, il était poussé par le régime parce qu'il avait des parents ouvriers. En plus, et il faut savoir qu'il y a quand même un antisémitisme important dans l'URSS de Staline et même post-stalinien. Donc Karpov était un des seuls champions de Russes à ne pas être juif, ou même demi-juif. Donc ça, en Russie, ça comptait. Donc on poussait Karpov, et donc Korchnoi est parti pour avoir sa chance, parce qu'il disait, tant que je suis en Russie, ils vont toujours favoriser Karpov sur moi. Donc voilà. Donc il y a eu des grands matchs que Korchnoi a perdus, dont un de justesse, entre Karpov et Korchnoi, où on a montré que c'était le dissident contre le soviétique modèle, et ça aussi, ça a fait parler. Et il y a un film qui en est sorti. J'ai écrit dans Europe Échecs, je pourrais les envoyer à certains d'entre vous si vous me demandez des chroniques, essentiellement sur les films sur les échecs. Pendant un an et demi, j'ai tenu une chronique dans Europe Échecs sur le jeu d'échecs, et le film que je préfère, moi, personnellement, je trouve le plus profond sur les échecs, il y en a beaucoup d'intéressants, mais c'est La Diagonale du Fou, qui est joué magnifiquement par Michel Piccoli. Et en fait, c'est un Korchnoi-Karpov inversé. C'est-à-dire, le héros soviétique est un vieil homme usé et malade, et c'est joué par Michel Piccoli. Et le jeune dissident est un jeune dissident extrêmement orgueilleux, lui aussi, qui est joué par un acteur inconnu, Alexandre Arbat, qui joue très très bien. Et sa femme est gardée en prison, comme la femme de Korchnoi était gardée en prison par les Russes. Eh bien, la femme du dissident, jouée par Alexandre Arbat, est gardée en prison, et donc pour faire pression sur lui. Enfin, c'est très réaliste, sauf qu'on a inversé des personnages de Karpov et Korchnoi. Et je ne vous raconte pas la fin, mais la fin est pour moi extraordinaire. C'est la séquence la plus extraordinaire sur les échecs, qui illustre justement cette phrase, un peu excessive certes, mais quand on demandait à Fischer quelle est la différence entre les échecs et la vraie vie, il répondait, il n'y en a pas, car les échecs, c'est la vie. Eh bien, vous verrez, si vous regardez, vous pouvez le trouver sur Internet en sous-titrage en français avec sous-titrage espagnol, et en version piratée espagnole, mais quand même, vous pouvez le trouver, La Diagonale du Fou. Vous penserez à moi en regardant la session finale, vous verrez pourquoi les échecs, c'est la vie. Et c'est un film vraiment... Alors, dans ce film, Michel Piccoli veut surprendre son adversaire, donc le jeune et brillant dissident, qui dans le film en plus a été son élève, donc ils ont des rapports complexes, conflictuels entre eux, d'admiration et de haine réciproque. Et à un moment, il fait une ouverture
que j'avais jamais vu avant, dont je ne connaissais pas l'existence. Et cette ouverture, c'est la Ponzani. Ça consiste à éviter en fait l'ouverture espagnole classique. Vous savez, quand on a E4, on bouge les deux pions du centre, E4, E5, on fait le cavalier en F6, on répond par le cavalier de l'autre côté, là, pardon, cavalier F3, cavalier C6, donc cavalier F3, cavalier C6, et là, vous jouez C3. Au lieu de faire les coups classiques, de sortir d'autres cavaliers, etc. Non, non, vous faites C3 pour préparer pousser D4. C'est très dangereux. Alors Carlsen l'a joué une fois dans sa vie. Pourtant, Magnus Carlsen lui-même, à très très haut niveau, donc il a gagné la partie, il a surpris son adversaire, mais c'est une ouverture, et cette ouverture est la plus ancienne du monde. Elle est décrite donc dans un livre autour de 1450 par un type qui s'appelle Ponzani à l'époque, et qui a fait... donc par romantisme, je joue systématiquement cette ouverture-là, et bon, en blitz, ça surprend les joueurs, mais face à un très bon joueur, je pense que je me ferais complètement écrabouiller, mais en blitz, ça surprend évidemment les gens qui ne connaissent pas. Et cette ouverture se trouve dans le film La Diagonale du Fou, et Piccoli la joue à un moment pour battre son adversaire dans une situation justement où il est en difficulté, il veut innover et il reprend cette ouverture de 1400, parce que comme vous le savez aux échecs, en fait on prépare les ouvertures de l'adversaire, et donc c'est toute cette préparation. Donc là évidemment c'est aussi pour ça que Carlsen l'a joué une fois, c'est parce que l'intérêt c'est de jouer un truc que personne ne sait que vous avez joué, et donc quand vous le jouez, l'adversaire n'a pas préparé, et donc il est surpris, évidemment. Voilà pour l'histoire d'ouverture Ponzani. Et puis après, il y a tout l'autre grand match, donc il y a eu 3 grands matchs. Hein, il y a eu le Fischer, Spassky, Karpov, Korchnoi, et puis il y a Karpov contre Kasparov. Et là, on a présenté ça comme la perestroïka, donc c'est 2 Russes, pas un dissident, mais la perestroïka qui affronte le communisme classique. Et donc évidemment, l'Occident était avec Kasparov, pardon, et contre Karpov, même si l'histoire n'est pas si simple. Mais en fait, il y a eu 5 champions du monde en 6 ans. Regardez, c'est incroyable. Et là, il y a eu le plus long des championnats du monde, 48 parties. 48 parties. Et alors, ça fait un petit scandale en 84 parce que, en fait, Karpov était le premier vainqueur à 6. Et Karpov menait 5-0. Kasparov était complètement balayé au début du championnat. Et puis, il s'est mis à faire des nuls, mais pendant des dizaines de parties. Hein. Et puis, il a commencé à grignoter. 1 victoire, 2 victoires, 3 victoires. Et là, on a arrêté le match en disant c'est trop fatigant pour les joueurs. Alors certains ont dit c'est avantage Karpov parce que c'est lui qui allait s'effondrer. Et donc c'était un scandale. Kasparov a crié au scandale, mais bon, les Russes dominent la fédération. Donc la revanche l'année d'après, il a gagné en 24 parties. Le nombre de parties était limité à 24 parties pour ne pas retrouver les 48 parties. 5-3. Voilà. Ensuite, le championnat du monde d'échecs. Ah oui, vous le savez bien sûr, mais je ne l'ai pas dit. Si Karpov a pu affronter Korchnoi, c'est parce que Fischer, après son extraordinaire victoire, n'a plus jamais rejoué aux échecs en compétition, sauf une revanche bien plus tard contre Spassky, qui n'avait plus la même signification, qui s'est joué en Serbie, dans un pays sous embargo à l'époque. Et puis, je vous en parlerai après de Fischer, malheureusement, disparu. Donc, Kasparov gagne ensuite. Ensuite, en 86, Karpov demande la revanche. Kasparov gagne 5-4. En 87, il y a encore un champion du monde qui, lui, est le champion normal, mais c'est Karpov qui se qualifie pour jouer. Égalité 4-4 en 24 parties. Et ça, c'était de justesse, parce que Kasparov devait gagner la dernière partie pour égaliser à 4 partout et garder son titre, parce qu'en cas d'égalité, le champion du monde garde son titre. Pour info, c'est la règle que Fischer voulait. Fischer avait refusé de jouer parce qu'il voulait qu'en cas d'égalité, il garde son titre. C'était une des points qu'il avait mis dans le match qui n'a pas eu lieu contre Karpov. Et puis, encore en 90, c'était en partie à New York et en partie à Lyon, en France. Et oui, c'était à Lyon, organisé en partie par un certain Bachar Quatli, que certains d'entre vous connaissent bien. Kasparov a gagné 4-3, 24 parties. Donc c'était aussi évidemment un très très grand... Alors, quand je dis que la réalité n'est pas toujours comme la légende, j'ai eu la chance de rencontrer les deux et de discuter avec les deux. Je dirais que Kasparov est un type extrêmement imbu de sa personne. Kasparov ne pense qu'à Kasparov, un peu comme Capablanca. C'est un peu logique dans les grands champions d'échecs. Ils ne sont pas tous comme ça, mais c'est un gars qui
voilà, c'est un gars qui a un ego démesuré et qui n'est pas vraiment le porte-parole, même si aujourd'hui il se présente comme l'anti-Poutine, le porte-parole des valeurs occidentales. Bon, il a des tas de fois voulu faire des réformes du jeu de la Fédération internationale. C'était essentiellement des réformes qu'il arrangeait un peu lui, quoi. Voilà. Donc c'était pas vraiment altruiste. Et puis Karpov, vous savez qu'aujourd'hui vous le verrez pas parce qu'il est interdit en Occident pour son soutien évidemment sans faille à Vladimir Poutine. Il est député à la Douma du parti au pouvoir. Et bon, c'est quelqu'un de, je sais pas, je peux pas faire de critique. C'est tous évidemment tous les deux des géants, mais au plan humain, ce sont pas des gens extraordinaires, je pense, ni l'un ni l'autre. En tout cas, c'est comme ça que je les ai perçus en ayant la chance de discuter avec eux. Et puis, le drame de Bobby Fischer, qui est, vous voyez, la tête qu'il avait au moment de sa mort, et voilà, il est mort en Islande, sur le lieu de son exploit, parce que c'est le seul pays qu'il avait accepté. Il était recherché par les Américains pour avoir joué ce fameux match revanche en Serbie, quand la Serbie était sous embargo américain. Il était déjà plus ou moins clochard, il avait besoin d'argent, donc il avait accepté un match revanche contre Spassky pour la plus grande gloire des Yougoslaves de l'époque. Et donc finalement, il est mort, voilà, tout à fait paranoïaque. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, je pense, c'est une de mes idées, qu'il y a un parallèle entre les grands joueurs d'échecs, les grands musiciens, les grands mathématiciens. Mozart n'était pas quelqu'un de très stable non plus, si vous avez vu les films comme Amadeus. Et puis voilà, par exemple, John Nash et Kurt Gödel sont deux des plus grands mathématiciens du XXe siècle. J'ai eu l'honneur de passer une journée avec Nash, pas avec Gödel, j'étais trop jeune pour cela. Mais ils étaient tous les deux paranoïaques. Gödel pensait qu'il serait empoisonné. Il refusait de manger, alors que c'était le plus grand logicien depuis Aristote, selon Einstein lui-même. Donc un type aussi génial en mathématiques et surtout en logique pouvait être complètement paranoïaque. Et il est mort de faim quasiment, parce que sa femme était à l'hôpital et qu'il ne voulait pas s'alimenter. Seule sa femme pouvait l'alimenter, et comme sa femme était à l'hôpital, quand elle est sortie de l'hôpital, il l'a trouvé mort de faim. Donc vous pouvez être le plus grand logicien depuis 2500 ans et mourir de faim aussi bêtement, parce que vous avez une paranoïa. Quant à John Nash, il était persuadé que les extraterrestres lui envoyaient des messages dans le New York Times qu'il pouvait déchiffrer, et des choses comme ça. Et pire encore, il avait un ami d'enfance dont il parlait, et cet ami d'enfance n'a en fait jamais existé. C'était une illusion d'optique. Et il avait donc une forme de schizophrénie grave, et il a réussi à dompter sa schizophrénie, c'est ça qui est impressionnant, par exemple, en remarquant que le fils de son ami d'enfance qui n'existait pas, mais qu'il voyait, le fils de son ami ne vieillissait jamais. Et donc il s'est dit, donc c'est une illusion. Et il a eu le prix Nobel d'économie pour les travaux qu'il a faits, alors qu'il était interné en asile psychiatrique, vous voyez. Et donc, il était professeur à Princeton, il est mort récemment. J'ai passé une journée avec lui, j'avais réussi à lui poser un problème de mathématiques, parce qu'il est célèbre pour faire un truc qui s'appelle les équilibres de Nash. Et donc, je lui avais posé un problème lié à une entreprise, mais qui était un truc mathématique, et il m'avait reçu. Et ce qui m'avait fasciné, c'est que on voyait qu'il était très très calme. Il était très très lent parce que, en permanence, il voyait certainement des esprits, des trucs, des machins, et il devait se contrôler. Je ne sais pas comment il savait que moi j'étais réel et que lui, vous voyez, il était dans. Voilà. Mais en tout cas, ça c'est quelque chose qui est très important de savoir que les grands mathématiciens, les grands musiciens et les grands joueurs d'échecs, quand on est à très très haut niveau, on peut être dans une situation de trouble. Alors là, je vais vous faire, c'est une petite. Je ne vais pas vous décourager de jouer aux échecs, mais dans cette partie, si je disais de façon spectaculaire, les Blancs sont devenus fous et les Noirs se sont suicidés. Les Blancs sont devenus fous, les Noirs se sont suicidés. Mais bon, je précise quand même, les Noirs se sont suicidés bien après la partie, plus de 15 ans après, et les Blancs sont devenus fous, mais quelques années après la partie. Mais c'est pour vous montrer que les échecs, ça peut aussi troubler. C'est une partie historique entre William Steinitz, le premier champion du monde de l'histoire dont j'ai parlé, et Kurt von Barbeleden, qui s'est suicidé. Il a d'ailleurs inspiré des personnages de fiction à Nabokov, qui s'est inspiré de la vie de Kurt von Barbeleden, donc un Allemand. Et donc cette position est ma position favorite aux échecs. Pourquoi ? Parce que si vous regardez bien, toutes les pièces des Blancs sont en prise. La tour est en
prise par l'autre tour, le cavalier est en prise, la dame est en prise, la tour est en prise. Il y a donc 4 pièces blanches, elles sont toutes en prise. Et les noirs font mat en 1, le fameux mat du couloir. Pour ceux qui ne savent pas et qui nous regardent, le mat du couloir, c'est quand le roi est bloqué par ses propres pions, vous prenez ses mates, ok? Sauf que là, il vient de sacrifier sa tour, les blancs, en faisant échec au roi. Donc évidemment, ils doivent parer l'échec, ils doivent prendre la tour, ils doivent faire quelque chose, ils ne peuvent pas faire le mat. Mais ils sont menacés d'un mat en 1 et toutes les pièces sont en prise, ok? Et bien voilà, dans cette position, les blancs gagnent en 14 coups. 14 coups plus tard, c'est les blancs qui gagnent, c'est automatique. On ne peut pas y échapper, les blancs gagnent en 14 coups. Barbaladan était tellement vexé qu'au bout de 7 ou 8 coups, il a pris son chapeau, il n'a pas abandonné, parce qu'en fait, il y a échec tout le temps, il y a échec tout le temps, dans tous les sens. Il ne peut pas mater pendant 14 coups, et c'est les noirs qui sont mates. Et donc, il est parti. Il est parti en cours de partie, il s'est barré, il a claqué la porte. Et Steinitz a démontré que le mat était en 14 coups dans toutes les variantes. Vous voyez, donc ça, c'est une partie vraiment incroyable. Et je vous dis, pour la petite histoire, l'un s'est suicidé, l'autre a fini en asile, mais bon, c'est pas lié à la partie, je vous rassure quand même. Alors, on doit quand même afficher des choses très importantes, comme par exemple cette fameuse cadence. Avant, et ceux qui sont dans la salle ici, les plus âgés s'en rappellent bien, on jouait avec des pendules comme ça, et quand on avait fini son temps, 2 heures, 5 minutes de blitz ou 2h30 de partie longue, c'était fini. Maintenant, on joue en 3 minutes, plus un incrément de 2 secondes, ou 5 minutes, plus un incrément de 2 secondes. Et c'était une idée de Fischer. Fischer a inventé cela, et il a inventé aussi ce fameux Random 960. Alors, je ne suis pas du tout un joueur de Random 960, j'ai dû faire qu'une partie dans ma vie, mais c'est une idée assez fascinante. C'est une idée où on tire au sort, en fait, la position des pièces sur la première rangée. On met les mêmes positions des deux côtés, et on tire au sort. Et je ne sais pas s'il est prévu un random 360 tout à l'heure, non, c'est pas ça, c'est prévu d'autres choses. Mais ça pourrait aussi être un jour une démonstration d'un random 960. Pardon. Pourquoi 960? Parce qu'il y a 960 positions possibles de départ, voyez-vous, pour faire une partie d'échecs. Et l'idée était de casser définitivement, en fait, la préparation pour les ouvertures. Mais si je vous parle du génie de l'esprit humain, je vous parlais aussi des tensions, mais ça, c'est un cas très intéressant. Regardez Ramanujan. C'est un jeune hindou qui est arrivé en Angleterre. Il y a un film qui s'appelle The Man Who Know Infinity avec Dev Patel et Jeremy Irons. I recommend you to look at the movie. Le film, donc, L'homme qui défie l'infini en français, raconte l'histoire de ce jeune hindou qui arrive avec des formules mathématiques. Regardez ça. Ça, c'est une formule qui vous donne 8 décimales par 8 décimales, le nombre pi. Vous savez que le nombre de décimales de pi est infini et ne peut pas, il n'y a pas de répétition. Donc il faut calculer les décimales de pi à la main. Ici, vous mettez n égale 1, n égale 2, n égale 3, n égale 4 dans l'équation. Et pour chaque n, ça vous donne 8 décimales de pi. Donc les 8 premières pour n égale 1, les 8 suivantes pour n égale 2, les 8 suivantes pour n égale 3, jusqu'à l'infini. Il a fallu 77 ans pour que des scientifiques, les frères Jonathan et Peter Borwein, démontrent que cette formule est vraie. D'accord? Et regardez ça. Ramanujan a écrit 26 390, 9 800. Mais d'où il sort ça? Sans aucune démonstration, sans rien. Rien. Et il a fait 3000 formules comme ça dans sa vie, dont 2900 sont justes. Quand je parle à des grands mathématiciens de Ramanujan, et je leur dis « Hey, Ramanujan alors ?» Et là, ils me répondent « Ça, pour nous, Ramanujan, c'est un problème. C'est un problème, c'est un méta-problème de mathématiques, on ne comprend pas comment c'est possible. » Eh bien, aux échecs, vous trouvez la même chose. Et ça, c'est passionnant. Voilà Mir Sultan Khan, qui, malgré son nom, n'est pas du tout insultant, mais un quasi-esclave. Il était le serviteur du roi du Panchir, d'un certain Sir Umar, que vous voyez ici, Maharaja du Panchir, avec plein de décorations, etc. Et c'était son serviteur, et il jouait les échecs indiens, c'est-à-dire, aux échecs indiens, il n'y a pas le rock. Et il savait qu'il pouvait rocker, et il est venu donc en Occident avec son maître dans les années 1931-1933. Et son maître l'a inscrit au tournoi d'échecs, et il est devenu, dès la première année, champion d'Angleterre.
Et puis, il a joué un grand tournoi, le plus grand tournoi à l'époque, à Hastings. Et dans une partie légendaire, tenez-vous bien, il a battu le légendaire José Raúl Capablanca, lui, l'hindou analphabète, qui n'a jamais ouvert une livre d'échecs. Bon, aujourd'hui, ça paraît impossible, mais à l'époque, déjà, à l'époque, les échecs sont déjà suffisamment théorisés pour que c'est impensable qu'un underdog, comme on dirait, le type qui vient de nulle part, hein, qui est analphabète, qui n'a jamais rien lu, qui ne connaît pas les ouvertures, qui n'a que son expérience personnelle, et il bat Capablanca. Alors, j'ai montré cette partie à des très forts joueurs. Ils me disent que Capablanca a fait quelques coups plus tard une erreur de supériorité. Il s'est dit, bon, ce type-là, je vais le battre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a pas rocké ici. Dans cette position, n'importe qui, normalement, fait un rock. Hein, c'est le rock, comme vous savez, aux échecs, mettre les deux tours en contact. Et là, il va pousser ici, en fait. Il va pousser H4, et il va mettre le roi là, et il va pas rocker. Et donc, c'est a priori totalement contre-intuitif. Mais justement, il savait qu'il pouvait rocker. Hein. Mais il a rocké dans certaines parties. Mais volontairement, il ne rockait pas des fois. Et donc, il a battu Capablanca. Il devait gagner le tournoi de ce fameux tournoi le plus fort du monde. Il était contre Max Euwe, il sera plus tard champion du monde, battant Alekhine. Et en fait, Euwe lui propose la nulle. Et il refuse. S'il accepte la nulle, il gagne le plus grand tournoi du monde de l'époque. Et finalement, il a perdu en finale. Mais pour lui, une partie d'échecs, ça ne se terminait pas par la nulle. Enfin, je pense qu'il ne connaissait pas l'idée de pourquoi on accepterait la nulle. Donc, on continue à jouer. Et il a perdu. Donc, vous voyez que c'était assez original. Mais ce qui est tout à fait fascinant aussi, et ce qu'on ne connaît pas, c'est que dans l'équipe de Mir Sultan, de ce fameux Maharaja du Pendjab, donc très orgueilleux et qui traitait mal ses salariés, eh ben, il y avait aussi une femme. Il y avait une femme, on la voit ici, c'est la seule photo. Elle n'a même pas de nom. Voilà Mir Sultan Khan. Voilà le Maharaja du Pendjab ici. Voilà Miss Fatima. Et voilà un chauffeur anglais qui va les amener au bateau. Ce jour-là, en 1933, ils repartent de Londres et ils ne joueront plus jamais aux échecs. Elles sont perdues pour les échecs définitivement. Ils rentreront en Inde, ils ne joueront plus jamais aux échecs. Eh bien, ce qui est incroyable, c'est que cette Miss Fatima, qui elle ne savait absolument pas jouer en arrivant en Angleterre, elle a dû s'entraîner avec le Mir Sultan Khan, qui était de niveau mondial évidemment. Et alors, en 1933, après un premier essai en 1932, elle va devenir, tenez-vous bien, championne d'Angleterre. Imaginez le Maharaja du Pendjab, ça me fait penser à un film d'Yves Montand, vous savez, et Louis de Funès, La folie des grandeurs, où Louis de Funès dit « Le roi cocu par mon valet, ce sera ma vengeance. Le roi cocu par mon valet, ce sera ma vengeance. » Eh bien, la vengeance du sultan, c'est que les championnats britanniques d'échecs sont remportés par ces deux serviteurs en même temps, Mir Sultan Khan chez les hommes et Miss Fatima, qui n'a même pas de nom. Elle n'a pas de nom. C'est une quasi-esclave, elle n'a pas de nom de famille. Voyez, et alors là, elle bat la deuxième meilleure chose du monde sur une position que les champions dans la salle vont trouver évidemment immédiatement. Mais c'est pas évident quand même. Il faut quand même savoir jouer avec les blancs. Donc vous voyez la position, a priori c'est égal. La position est bloquée. Hein. Il y a le nombre de pions équivalent. Il y a des fous, certes des fous de même couleur. Fous de couleur opposée, ce sera encore plus nul. Qu'est-ce que font les blancs là? C'est aux blancs de jouer les champions. Les blancs gagnent avec un seul coup. Et là, you are not allowed to speak. He will see this, but est-ce que quelqu'un d'autre que Veselin Topalov a vu le coup? You are not allowed to speak. Regardez un peu la position. Je vous rassure, moi, je n'aurais pas vu tout de suite non plus. Hein. Donc c'est quand même un exploit pour la part d'une femme qui est encore plus analphabète que Mir Sultan Khan. Elle joue contre la deuxième joueuse au monde et elle gagne. C'est quoi le coup? Diego a trouvé ça, peut-être, non? Enfin, le coup qui gagne. Elle joue un coup, après ça gagne. Mais c'est pas maintenant, évidemment. Non, elle joue un coup qui gagne. C'est? Non. Mais il y a de l'idée, je vais vous guider. C'est un sacré. Oui, dans la 4, c'est pas un sacrifice de pion. Oui. C'est. Quoi? Non. Non. Ouais, qui a dit D7? Ouais, oui, D7.
Si vous analysez, après D7, c'est fini en fait. Parce que le roi est obligé de se déplacer. Et sacrifice du pion en D7, le roi est obligé de bouger. Et c'est ce roi-là, le roi arrive ici, voyez. Et quand le roi va prendre là, si vous poussez encore là, vous faites D8, roi prend, et roi ici, là, ici, et après c'est terminé. Et Veselin, of course, you saw this immediately, I'm sure. A4 also. Oh, sorry. But I think D7 is more spectacular. Very, very spectacular. And the woman was completely analphabet, and she began chess only 1 year before. She began chess. She was a servant of the Maharaja, and she was... It's amazing. So, donc ça, c'est pour vous montrer qu'en fait, aux échecs, comme en mathématiques, il y a la possibilité aussi de faire des choses extraordinaires, un peu comme ce Ramanujan qui voyait les formules mathématiques. Oui. Alors, vous avez aussi des belles histoires. Hein. Ici, vous avez aussi une jeune Ougandaise, Fiona Mutesi, ça c'est en vrai, et ça dans le film de Disney, qui vient d'un bidonville horrible en Ouganda, etc., et qui s'est sortie de là grâce à ses talents de joueuse d'échecs, et qui est la meilleure joueuse en Ouganda. Et ensuite, vous avez ce film en France, Fahim. Alors ça, c'est le vrai Fahim, et donc c'est quelqu'un qui était sans papier, qui allait être expulsé avec son père. Il est devenu champion de France Benjamin, que je pas en dessous de Benjamin, je crois. Enfin, il est devenu champion de France d'échecs jeune. Chez Benjamin ou la catégorie en dessous, et du coup il a eu ses papiers par François Fillon et il est resté en France. Il y a un beau film avec Gérard Depardieu qui joue le rôle de son entraîneur. Évidemment, ce ne serait pas complet si je ne vous parlais pas d'intelligence artificielle. Il y avait déjà une prétention fausse à l'intelligence artificielle au XVIIIe siècle, avec ce fameux Turc mécanique qui était censé en fait être un automate joueur d'échecs et qui battait la plupart des joueurs. Il a joué avec Napoléon, il l'a battu, il a joué avec beaucoup. Il faisait la tournée des cours d'Europe pour montrer. C'est un certain Van Kepelen, un Autrichien, qui avait inventé ça. Et en fait, on sait que c'est truqué. Il y avait un joueur sans les jambes, en fait, qui est un très bon joueur d'échecs et qui n'avait pas de jambes et qui était caché quelque part dans la machine. Et ce qui est marrant, c'est que le Turc mécanique a joué contre Philidor. Philidor était, j'en ai pas parlé tout à l'heure, avant Morphy, le plus grand joueur d'échecs de son siècle. Et comme Paul Morphy, Philidor écrasait tous les joueurs de son temps. C'est-à-dire qu'il pouvait rendre un pion au numéro 2 mondial et il le battait 8 parties sur 2. Vous voyez. Donc Philidor était comme Paul Morphy, c'était un Français. Et il était aussi un très grand musicien, ce qui montre que la musique, les mathématiques, les échecs sont liés. Hein. Il était un très grand musicien. Et donc il a joué une partie contre le Turc mécanique en pensant que c'était une machine. C'est ça qui est intéressant. En pensant que c'était une machine. Il l'a battu, mais il a dit « c'était la partie la plus dure de ma vie ». Il était en sueur, etc. Alors qu'en fait, non. Parce que il était, le gars qui était dans la machine était très bon, mais il était moins bon que le numéro 2 mondial que Philidor pouvait écraser. Donc en fait, il était persuadé que c'était une machine, et donc du coup, il a dit c'est le match le plus dur de ma vie. Oui. Et ce problème s'est certainement répercuté aussi avec le fameux match Deep Blue et Kasparov. Vous voyez, quand Deep Blue a battu Kasparov après une première victoire de Kasparov, il y a une théorie qui dit, j'ai lu ça chez Ned Silver, qui est un spécialiste d'intelligence artificielle, dans un livre Le signal et le bruit. Il dit en fait qu'il y a eu un bug durant la partie et qu'en fait Kasparov aurait pu être induit en erreur par un bug de l'ordinateur en disant « ce coup est incroyable, je ne comprends pas ce coup, c'est stupéfiant, c'est incroyable » et donc l'ordinateur est plus fort que prévu et donc ça l'a démoralisé alors qu'en fait c'était probablement un bug. Et c'est intéressant parce que Philidor d'une certaine façon était à la même situation contre une non-machine évidemment plusieurs 2 siècles avant. Donc aujourd'hui on a le cas de Magnus Carlsen qui vient d'abandonner son titre. Hein. Donc voilà, ça aussi, ça vous montre les joueurs d'échecs, même qui ont l'air stables, sont un peu bizarres des fois. Donc pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas, évidemment, il y a les titres de maître, de grand maître, il y a un classement Elo. C'est comme le classement ATP au tennis, hein. Mais c'est plus important que l'ATP. Les joueurs sont très fiers de leur Elo, et donc le classement Elo, c'est important. Et puis vous avez évidemment le jeu de la dame, qui a été un succès planétaire. Ça, c'est de la fiction, mais il y a quand même eu des femmes très fortes aux échecs. Vera Menchik, avant la Première Guerre mondiale,
mondial, a battu de nombreux grands maîtres, et fait match nul, même avec des joueurs genre Alekhine. Judith Polgar a été numéro 8 mondial, le plus haut niveau jamais atteint au classement donc mixte, par une femme, et la championne du monde, Wu Yifan, au moment où j'ai pris cette vidéo, cette photo a été 84e mondiale, maintenant elle a arrêté, mais il y a quand même des femmes qui sont arrivées, mais pas beaucoup évidemment, ce qui pose une question aussi là-dessus. Et puis, avant de terminer, je dirais que les échecs, c'est d'abord une métaphore de la vie, d'où les idées que les échecs, c'est la vie, hein, parce qu'il y a la gestion de l'espace et du temps, la gestion de la prise de risque, savoir planifier dans un monde complexe, muscler le cerveau à tout âge. Vous savez, le calcul, la concentration, la mémoire, les connexions dans le cerveau. Il y a des études qui montrent que jouer aux échecs peut faire reculer Alzheimer. Hein. Ça, c'est quand même tout à fait extraordinaire. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, c'est universel, c'est un vrai sport, c'est de l'art. Certains champions d'échecs disent « je ne sais pas si je suis un artiste ou un sportif ». C'est Anand, un grand champion hindou, qui dit ça, vous voyez. C'est un sport. Et puis aussi, il y a on peut jouer par équipe, j'y reviendrai, et ça peut être le collectif dans un sport individuel. Donc pour moi, les échecs, c'est vraiment une métaphore de la vie. Et puis, c'est ça qui me passionne pour les échecs. Mais il est temps de finir en parlant de ce que nous allons voir. Alors, nous allons voir, nous avons avec nous Veselin Topalov, qui fut champion du monde en 2005-2006. Et donc, nous avons, et je rajouterai, bon, il ne me comprend pas, je parle français, mais je dirais que c'est quelqu'un de formidable, je dirais in English after, I will say to you in English after, c'est quelqu'un de formidable parce que justement, c'est un champion du monde parfaitement normal, avec femmes, enfants et des passions pour plein de sujets, alors que beaucoup de champions du monde, je ne parle pas des GMI normaux, il y en a des milliers, des dizaines, mais un champion du monde pour arriver à ce niveau-là, des fois, c'est vraiment très, très monomaniaque, ça ne comprend que les échecs, ça ne parle que de ça, ça s'intéresse qu'à ça. Donc, on a la grande chance d'avoir Veselin Topalov avec nous, qui est quelqu'un de vraiment formidable, et je veux lui rendre hommage. Et puis, son ancien secondant, Romain Edouard, qui est l'actuel vice-champion de France, et qui a été déjà une fois champion de France. Il vient de publier un livre justement sur ses années magiques avec Topalov, donc il était son secondant. Donc vous allez voir cet après-midi donc une simultanée d'échecs. Donc la simultanée d'échecs, ça se passe comme ça. Là, vous voyez une simultanée de Kasparov. C'est-à-dire que vous avez un champion qui joue contre une vingtaine de personnes, vous voyez. Il joue un coup sur chaque échiquier, il tourne, il tourne, il tourne. Donc en fait, vous avez tout le temps que lui fasse le tour de la salle pour réfléchir. Et quand il arrive devant vous, vous devez jouer. Ça, c'est la règle de la simultanée. Bien sûr, il y a des joueurs qui perdent. Donc après, il y a de moins en moins de joueurs. Donc c'est de plus en plus difficile pour les meilleurs joueurs parce qu'ils sont face aux champions. Et le champion ils ont de moins en moins de temps pour réfléchir parce que le champion revient de plus en plus vite. Et alors, vous avez aussi des prodiges. Par exemple, ce jeune-là, Abhimanyu Mishra, a été le plus jeune grand maître international à 12 ans. 12 ans et 4 mois. Ça ne veut pas dire qu'il sera champion du monde. Vous avez ici Samuel Reversky à 8 ans. À 8 ans, Samuel Reversky, il n'a jamais été champion du monde, vous voyez, mais à 8 ans, il était capable de battre une vingtaine d'adultes ici à Paris en simultané. Donc le fait d'être un enfant prodigue ne garantit pas absolument que vous soyez un très 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 grand joueur, vous soyez un grand joueur, mais pas un très grand joueur. Il y a un très beau film qui s'appelle « À la recherche de Bobby Fischer », qui parle justement d'un jeune Américain qui était le futur Fischer, d'après les spécialistes, et qui a abandonné les échecs en disant « Non, non, je ne veux pas tuer l'autre, je veux pas tuer... j'ai pas l'instinct de tueur comme Fischer et les autres. » Le record actuel est détenu, regardez ça, 614 parties en 25 heures, 55 km à pied, on a calculé, pour jouer 614 parties en même temps, pendant 25 heures, avec 590 gains, 16 matchs nuls, 8 pertes, 97,39% pour ce grand maître. Et puis, vous avez un truc que vous ne verrez pas. Vous verrez un blitz à l'aveugle. Vous verrez un blitz à l'aveugle. Romain Edouard et Veselin Topalov vont faire un blitz à l'aveugle, mais il y a aussi des simultanés à l'aveugle. Ici, vous voyez Alekhine à Chicago qui joue à l'aveugle, c'est-à-dire sans regarder, il regarde en sens inverse, contre 32 adversaires. Le record actuel est détenu par cet Ouzbek avec 48 parties, 35 perdus, 6, 7 nuls. Et Miguel Najdov a signalé, un très grand maître de l'histoire des échecs, a disputé 45 parties en simultané dès 1947. Et la petite histoire raconte, ça a duré 24 heures, hein, parce qu'à l'aveugle c'est plus lent, donc il a joué pendant 24 heures, il a gagné 39 parties sur 45, et quand il est parti, il a oublié son parapluie.
Et il est revenu, il dit « Ah, j'ai aucune mémoire. » Donc, les jeux d'échecs à l'aveugle, il faut dire un mot là-dessus. Le jeu d'échecs à l'aveugle est en simultané, pas à l'aveugle classique. L'aveugle classique, pas tout le monde peut le faire, mais bon, même un joueur d'échecs qui est loin d'être un GMI peut le faire. Mais la simultanée à l'aveugle, pour des raisons techniques, et c'est là où on voit comment les échecs touchent les limites du cerveau humain, la simultanée à l'aveugle, le record français, je crois, par Éric Prié, est de 16 parties. Et Éric Prié m'a dit qu'après, il a failli aller à l'hôpital, quoi. La simultanée à l'aveugle est destructrice pour le cerveau humain. C'est un truc extrêmement dangereux, en fait, la simultanée à l'aveugle, si vous avez énormément d'échiquiers, parce qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est mystérieux, d'ailleurs, on ne sait pas, mais voilà, ça montre à quel point les échecs font partie de choses qui touchent vraiment les limites. Vous voyez, ça touche les limites du cerveau humain, et donc les simultanés à l'aveugle sont un signe de cela. Alors, vous avez des cadences, vous le savez certainement, la cadence normale, vous jouez pendant 2 heures pour 40 coups ou 1h30 et on rajoute 30 secondes à un incrément. Maintenant, vous avez les parties rapides, 15 minutes, 30 minutes, les blitz, les belettes. Belettes, c'est 1 minute pour toute la partie. Pour moi, c'est plus des vrais échecs. Ce soir, vous aurez aussi un combat de chessboxing avec nos chessboxeurs qui sont là et qui viennent d'entrer dans la salle. Le chessboxing est une histoire incroyable puisque c'est né dans une bande dessinée de Enki Bilal qui voulait faire un peu un défi parce que les échecs, les boxeurs là sont des gros ballots, on s'imagine, hein, et les échecs, on s'imagine, c'est des gens hautement intellectualisés, mathématisés, etc. Et donc mélanger les deux paraissait un truc assez fou. Et en fait, maintenant, il y a des championnats du monde, ça commence, hein, encore pas beaucoup, mais c'est quelque chose qui va certainement prendre de l'essor et c'est quand même assez amusant. Et puis je terminerai en disant que nous sommes ici, entre autres, grâce à la collaboration avec le club de Châlons-en-Champagne, représenté par Diego Salazar, ici au premier rang, ancien président de la Fédé, et que des clubs, il se trouve que c'est le club qui a le plus d'adhérents en France, jusqu'à plus de 500 membres en fonction des années, mais un club comme Châlons, il n'est pas le seul bien sûr, mais Châlons fait beaucoup de choses, par exemple, pour, vous voyez, les jeunes, pour les territoires défavorisés dans les UP, pour aider par les échecs à un peu justement l'amélioration de la réflexion et un peu aussi de sortir les gens d'une condition sociale difficile, pour les femmes aussi, et aussi pour les personnes malades, comme je dis, on peut lutter contre l'Alzheimer, etc. Donc voilà des choses que font un grand club comme Châlons. Et puis, comme je vous le disais, moi ce qui me branche aussi, c'est le jeu d'échecs par équipe. Dans les championnats de France par équipe, on a avec Châlons fait 3 championnats de première division maintenant, qu'on appelle le top 16, avec Topalov, entre autres, 2 années avec nous, et Romain Edouard, 2 années avec nous aussi. Et donc là, vous avez l'équipe qui est montée en première division dans une petite pizzeria où on fait la fête. La photo n'est pas très bonne. Il faut une femme française, elle est là, Sylvia, vous voyez ici, elle est d'origine bulgare, mais elle est française, Sylvia. Et donc voilà, et ça, moi j'aime beaucoup, on reconnaît Diego ici, et moi, eh bien, j'aime beaucoup les échecs par équipe parce que c'est une idée de transposer un sport très individuel, un sport où vraiment les gens sont selfish, comme on dit, hein, égoïstes et tout, en anglais, en quelque chose dans un combat collectif où il faut être capable, par exemple, de renoncer à une victoire, faire match nul pour assurer la victoire de l'équipe. Vous voyez, des décisions parfois difficiles. Voilà. Donc voilà le tour d'horizon que je vais vous faire. Bon, pour vous qui étaient ici et qui connaissez déjà pas mal de ces choses-là, et aussi pour ceux qui nous regarderont par YouTube. Donc la diversité des échecs, hein, les rapides, les blitz, les simultanés, les échecs par équipe, les échecs à l'aveugle, etc. Hein, et puis donc ce côté fascinant des échecs qui nous montre quelque chose des limites de l'être humain et du cerveau humain. C'est-à-dire que quand vous voyez un jeune comme Mir Sultan Khan qui peut battre Capablanca sans jamais avoir pris un livre d'échecs, si vous voulez, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Quand vous voyez effectivement cette capacité de imaginer ce qu'il faut pour jouer 45 ou 48 parties d'échecs à l'aveugle, il faut avoir 64 cases fois 48 et 32 pièces fois 48 dans la tête. Vous imaginez ce que ça représente. Donc les échecs, comme les grandes mathématiques, comme la musique, nous dit quelque chose sur la nature de l'esprit humain. C'est une fenêtre, je dirais, sur un au-delà de l'esprit humain. Et c'est aussi, à mon avis, ça qui fait des échecs une activité unique, différente de tous les autres jeux. C'est que là, on peut vraiment toucher du doigt, je dirais, la nature humaine et la spécificité humaine, même à l'époque des ordinateurs. Je vous remercie. Alors, s'il y a des questions ou commentaires sur ce que j'ai dit,
sur ma façon de raconter l'histoire des échecs. Ben, c'est génial. Merci, à part ça. Tu es un vrai passionné du jeu d'échecs et tu as une bonne expertise de la réalité de ce qui se passe dans le monde des échecs. Et un côté aussi scientifique qui est très intéressant. Et la comparaison avec les mathématiques est intéressante. Hein. L'histoire de Ramanujan, par exemple. Hein. I was making, the comparison with Ramanujan, who was able to have a mathematical formula like this, and Mir Sultan Khan was able to beat Capablanca in Hastings without reading 0 book of chess because he was an alphabet. So he arrived from India, he was a servant, and he cannot read a book. And he beat Capablanca. So there's something in human mind you grasp something at, I would say, other level of reality in mathematics, in music, and in chess. That was my point. Why chess is something special, like music and mathematics, it shows us something very deep, I think, about the specificity of the human mind. I think it's that if you have visual memory, Yeah. photographic memory, Photographic. you don't need to read. Yeah. You have to Yeah. read. There's certainly a question of memory because I read, I don't know if it's true, you know her, Susanna Polgar, people not Susanna, Judith Polgar, have a fantastic face recognition capacity. And for example, me, I have very, very bad face recognition capacity. It's perhaps one of the reasons, not only, but why I'm not a great chess player, but perhaps the face recognition capacity is a marker of talent, in possible talent chess. Me too. I don't remember names Yeah. of no auditive, but visual. Yeah. Il dit que lui aussi ne reconnaît pas les noms des gens, ne se souvient pas les noms des gens, mais il reconnaît leur visage, lui. Donc c'est un témoignage important de la part d'un champion du monde. C'est ce que tu dis avant pour les internautes. Il a dit. Oui, je disais je disais que la reconnaissance visuelle, en fait, était très importante et que Judith Polgar, la femme la plus forte du monde, avait une énorme qualité de reconnaissance des visages. Et Veselin Topalov vient de me confirmer que lui aussi. Donc ça fait partie, c'est en nous, des prérequis pour être un très, très grand joueur d'échecs, absolument. Oui, d'autres questions? Oui. Par rapport aux personnalités des différents champions du monde, par rapport même au niveau mathématique, tu as cité quand même pas mal de troubles mentaux. Donc du coup, est-ce que tu penses qu'il y avait des troubles autistiques Asperger par exemple? Parce que je sais qu'en mathématiques, oui. Aussi Bobby Fischer avait aussi de s'enfermer dans un endroit où il n'y a pas de caméra. Ouais. Surtout aussi au niveau concentration, il sait qu'il n'a pas besoin de lui, du public. Et c'est vrai que les conditions de jeu sont importantes pour les personnes qui ont des troubles autistiques. Oui, certainement. On dit que Carlsen aussi, même s'il le cache assez bien, Carlsen aurait aussi un peu d'Asperger, comme Elon Musk. Donc les grands génies sont souvent aussi des gens comme ça, qui ont des problèmes comme ça, absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que je vois un lien entre les grands génies dans des domaines différents. Entre musique, comme on a dit, mathématiques, etc. Parce qu'eux, ils sont quand même, les autistes Asperger ont des facultés sur l'imagerie mentale. Oui, et sur la mémorisation, comme il a dit, as you say, the memorization, if you have, we discussed the autism, autist people, Asperger autist people have great visual recognition. Magnus, yeah. A little, perhaps, little. It is perhaps a little. Ok, une autre question? Oui? Peut-être si c'est possible faire une comparaison avec le jeu de Go. Ah, c'est très différent. Voilà. Est-ce que ça demande les mêmes qualités? Non, je pense que c'est des qualités différentes parce que si tu veux, aux échecs, tu as 2 camps, tandis qu'au jeu de Go, tu dois avoir une vision globale de l'espace. But we will ask Veselin, he asked the question, is the quality to be a champion in Go are the same than in chess? I think it's not the same because chess is a battle like this and Go is a global, on the Go board, you must have a sort of global vision. It seems to me different. In Go, all the pieces are the same. No? Oui, of course. But in chess, you have different. Oui, il dit que le fait... Smaller, Yeah. different pieces. You have several different. And in Go, Et il dit qu'au Go, les pièces sont toujours les mêmes et que donc c'est quand même pas du tout le même type de qualité. on sait qu'il y a plus de coups possibles Au Go, que aux échecs. mais avec les mêmes pièces. Oui. Voilà. Et la complexité du jeu de Go, Exact. mathématiquement, elle est plus grande En plus, que la absolument. complexité du jeu d'échecs. Tout à fait. Parce que l'échiquier est beaucoup plus grand. On aurait pensé, donc il faut, enfin d'ailleurs on l'a bien vu,
a d'abord gagné aux échecs avant de gagner. He said the complexity in Go is greater than complexity in chess. It's why the computer beat first the human person in chess and after in Go. But I think, je pense que les qualités sont pas les mêmes. Hein. Je pense que les qualités sont pas les mêmes. C'est parce que c'est vraiment... Moi, par exemple, j'ai essayé de jouer au Go, j'ai arrêté tout de suite parce que quand tu joues bien... I don't think... Is there someone who is very good in Go and chess? I don't think so. That there's... The coach of Magnus, Peter Heine. Ah, ok. Not very good, but he plays. Donc il dit, je traduis en français, que le coach de Carlsen est assez bon, pas très très bon, mais qui est capable de jouer au Go. Je disais que je ne connais pas de champion d'échecs qui soit champion de Go, alors que par exemple, il existe du shogi, des échecs japonais, qui sont très proches des échecs, et là on peut être champion en shogi et en échecs, parce que c'est des jeux similaires. Joël Lotier. Oui, voilà. Mais le Go, je ne connais pas de gens qui soient l'équivalent d'un GMI, si tu veux, au Go et d'un GMI aux échecs. Parce que c'est quand même c'est très différent, hein. C'est une question de territoire, etc. Il y a un autre jeu que je conseille aussi, qui m'a fasciné, que j'ai découvert par ma femme, c'est les dames chinoises. C'est très différent des dames, ça se joue sur un échiquier en étoile, et on l'a fait avec Jean-Michel. C'est très différent des dames occidentales, parce qu'on ne bouffe pas l'autre, on saute par-dessus l'autre, et on saute par-dessus ses propres pièces. Donc c'est des qualités différentes que les qualités où vous mangez, comme aux dames et aux échecs. Bon, mais écoutez, merci de votre écoute, et puis on se retrouve cet après-midi pour tout ce que je vous ai montré, la simultanée, l'aveugle et le chessboxing.